chers auditeurs, pour notre rendez-vous de l'excellence entrepreneuriale où un dirigeant d'entreprise inspirant partage ses expériences, compétences et méthodes avec nous. Ce podcast s'inscrit dans notre vision de faire de l'entreprise un levier d'épanouissement pour le dirigeant et pour ses collaborateurs. Mon nom est Nathalie Decnève et avec mon associée Isabelle Miller, nous accueillons un invité chaque mois. Bonjour Isabelle. Quel est le sujet aujourd'hui et qui est notre invité ? Bonjour Nathalie, ravie d'être là. Nous allons aujourd'hui parler de la rétention de talents au sein de l'entreprise, soit la capacité d'une entreprise à garder ses bons collaborateurs sur le long terme. Notre invité pour nous donner ces clés aujourd'hui est Philippe Foucard. Qui est Philippe ? Alors, Philippe est CEO du groupe Technor. Il représente la deuxième génération d'une entreprise familiale basée en Belgique depuis 75 ans et dont l'activité est le génie électrique, depuis l'armoire à basse tension jusqu'à l'informatique industrielle, en ce compris les technologies liées à l'industrie 4.0. Technor est une entreprise très discrète et pourtant, elle fournit entre autres clients des géants comme Coca-Cola, Danone, Disneyland Paris. L'entreprise familiale est présente dans 7 pays et réalise un chiffre d'affaires de 95 millions d'euros pour 380 collaborateurs. Suite à l'étude Great Place to Work envoyée au personnel en 2020, 94% des collaborateurs estiment qu'il fait bon vivre chez Technor. Un exploit. Technor a rejoint le top 10 des meilleurs employeurs belges également. Une année faste pour Technor, donc malgré la crise Covid qui a touché beaucoup d'entreprises. Du côté de Technor, par contre, Philippe Foucard et ses équipes ont le vent en poupe. Ils comptent quadrupler les effectifs à 2023. Super Philippe. Oui, bonjour. Bonjour à Philippe. tous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est fou, hein, vous avez débouché le champagne, j'imagine. Oui, alors on n'a pas pu le faire avec un grand banquet d'Astérix comme on fait d'habitude, mais on a promis de se rattraper. Mais oui, on a bu quelques coupes sur ces excellents résultats, effectivement. Alors Philippe, ce qui serait intéressant pour nos éditeurs, c'est peut-être que tu partages avec nous, si tu veux bien, 6 clés, on va dire, qui font le fait que vous en êtes à ce niveau-là de rétention de personnel, dans le top 10 des meilleurs employeurs belges. Ce serait quoi la première clé pour toi ? Peut-être pour contextualiser, une entreprise comme Technor, vous l'avez dit en introduction, on est assez discret parce qu'on n'a pas de produit magique, on est une société de services dans les hautes technologies, donc on est ce qu'on appelle un intégrateur. Et donc effectivement, on vend des projets et notre savoir-faire, c'est des cerveaux, musclés, bien faits et des mains expertes. Donc on doit effectivement chaque fois avoir les meilleurs éléments. Ce sont vraiment les gens qui font la différence chez Technor. Pour donner d'autres chiffres, donc on recrute, vous l'avez dit, on a une croissance de nos activités. On recrute tous les profils, ouvriers jusqu'aux data scientists. Je vous passe les détails. Au moment où je vous parle, on a à peu près 25 postes ouverts qui auraient du boulot directement en rentrant. Et pour vous donner un autre chiffre, très concrètement, le turnover 2020 s'élève à 4%, ce qui est très très faible. Donc quand on parle de rétention, oserais-je dire, on y arrive tout en restant modeste, puisqu'avec 4% dans des sociétés de services dont une grande population d'informaticiens, notamment et d'automaticiens, on est plutôt de l'ordre de 20%, donc ça nous va très bien comme chiffre, même si on rêverait d'être encore en dessous. Alors notre premier combat aujourd'hui, c'est recruter, développer et fidéliser. Donc recruter, je l'ai dit, on est vraiment en recherche de nombreux talents. Développer, c'est d'une part le marché qui demande que les gens évoluent dans leurs compétences, parce que les technologies évoluent, même les technologies les plus traditionnelles, et les gens demandent à évoluer. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on met en place dans nos stratégies, c'est que si on ne répond pas à cette exigence, et c'est peut-être une première clé que je peux donner, c'est pour fidéliser. Il faut continuer sans arrêt à développer l'employabilité des gens parce qu'ils le demandent, parce que le marché le demande, parce qu'ils se sentent plus utiles, ils se sentent évoluer, etc. etc. Et troisième pilier, challenge, c'est vraiment fidéliser, donc c'est qu'ils restent chez nous, le plus longtemps possible. Et comme je dis toujours,
ce qui peut paraître ringard, mais qui peut être une deuxième clé aussi, c'est que quand quelqu'un est engagé chez Technor, quel que soit son âge ou son parcours, le souhait vraiment qu'on a, c'est qu'il puisse nous accompagner jusqu'à sa retraite et qu'il parte heureux et qu'il ne soit pas heureux de partir, hein, qui est une différence, comme on voit parfois dans beaucoup de sociétés, des gens qui se traînent jusqu'à la retraite. Fort heureusement, c'est pas non plus une tendance chez nous. Donc c'est vraiment ça, c'est de se dire, eh bien, oui, je t'engage, et non pas comme une ressource que je vais pouvoir utiliser à bon escient et puis te jeter quand j'en aurai envie, mais vraiment comme un membre de la communauté où j'espère que tu vas t'épanouir, grandir ou pas, en fonction de ce que tu as aussi envie de faire et de ce que le marché demande, et que tu vas nous accompagner le plus longtemps possible, ce qui n'est pas forcément un langage, je dirais, qui est très courant dans le monde des entreprises ou dans le monde des candidats maintenant, où finalement celui qui n'a pas changé 5 fois d'entreprise, c'est plus quelqu'un qui a eu un bon parcours. Peu importe, moi je pense que chaque parcours est unique. Après, oui, je dirais comme troisième clé, il faut écouter les gens. Il faut écouter les gens. Alors nous, on le fait notamment, hein, pas que, mais notamment via l'enquête Great Place to Work que vous avez mentionné, qui est vraiment un trésor d'informations, qui est aussi un bel exercice d'humilité pour le management, puisque les questions sont assez cash et les réponses sont assez cash aussi. Donc ça nous permet aussi vraiment de mesurer la satisfaction des gens, mais sur pas mal de critères, et notamment des critères qui sont aussi en ligne avec nos valeurs. Puis c'est agir, parce que je pense qu'écouter les gens c'est bien, mais si derrière on n'agit pas, ça sert à rien. Et agir, c'est aussi agir en transparence, et parfois dire aux gens, écoutez, sur ce terrain-là, on n'ira pas, parce qu'on estime qu'on n'est pas prêt à améliorer, parce qu'on n'a pas envie d'améliorer, parce que le marché ne demande pas qu'on améliore, parce que les clients ne demandent pas. Mais quand on décide de le faire, il faut vraiment le faire. Et en tant que CIO, c'est aussi, je pense, une de mes responsabilités, c'est de s'assurer que les décisions qui sont prises avancent, puisque moi, je ne les mets pas en œuvre, vu la taille de l'entreprise. Et je pense sinon, ça serait infernal. Mais vraiment de dire, voilà, si ça, c'est un cap qu'on a fixé, avec le patron métier, avec les ressources humaines, peu importe, avec le team, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et pour l'anecdote, il y a une des questions dans Great Place to Work qui est le management tient ses promesses. Et j'étais un petit peu, abattu de voir que les gens n'adhéraient pas forcément à cette phrase lors des premières enquêtes. Et ici, on avait vraiment fait un focus là-dessus en disant, si on dit on fait, et on ne fait pas d'effet d'annonce, vraiment, et on a eu 20 points de plus cette fois-ci. Donc voilà, donc je pense que les gens sont quand même, ils sont très intelligents, Oui. ils ont beaucoup de mémoire, et ils sont très sensibles, et ils voient, je pense, les choses qu'on met vraiment en place. Voilà, peut-être quelques clés, j'en ai peut-être pas donné 6, mais en tout cas, quelques tu en as clés. donné, merci. J'ai une question par rapport au recrutement, Philippe, parce qu'on dit généralement que c'est vraiment la base d'une belle collaboration qui peut se mettre en place. Vous développez aussi des valeurs fortes et tu en as parlé aussi. Comment est-ce que ça se passe au niveau du recrutement? Est-ce que vous avez un process qui est en place pour vraiment vous dire, voilà, c'est ce process-là qu'on utilise parce qu'on sait qu'il fonctionne et qu'on peut vraiment recruter les personnes qui partagent nos valeurs? Alors, bon, je pense que on n'a pas une originalité folle, hein, dans le recrutement, au sens où je ne vais pas donner un process magique qu'on utilise et qui ferait qu'on trouve facilement. Bon, faut savoir que ça c'est peut-être une banalité, mais on pêche tous dans le même étang, c'est-à-dire les ingénieurs, les gens qualifiés, hein, de manière générale, et le nombre de poissons qu'il y a dans l'étang ne s'agrandit pas d'année en année, or le nombre de pêcheurs qui y viennent s'agrandit. Donc effectivement, les astuces et les techniques à utiliser, il faut qu'on arrive à se démarquer. Ça, c'est clair. Je dirais peut-être que sur le recrutement, ce qu'on utilise vraiment, c'est ce qu'on appelle chez nous le recrutement en équipe. Donc ce sont des gens qui sont toujours vus par plusieurs personnes et en binôme, avec un process où on se donne un nombre de semaines ou de jours, ou d'heures parfois, maximal, pour conclure avec un candidat. Donc on essaie d'être très réactif et on essaie de le faire en équipe avec toujours un couple technique, management, RH, et en fonction des gens qu'on recrute, on active un profil ou un autre.
Deuxième chose, je dirais la filière qui marche le mieux et qu'on essaye d'activer, mais qui ne peut pas être en soi unique, c'est les stages. Ce sont les stages, pardon, c'est l'alternance en France. Oui, ce sont parfois aussi les étudiants. Ça, c'est la filière qui marche le mieux statistiquement et qualitativement. Ça, c'est la meilleure. Le défaut de ça, c'est le manque d'expérience, forcément, et le fait que nous, les gens qu'on vient le plus chasser, c'est des gens qui ont entre 2 et 5 ans d'expérience chez nous, parce qu'on sait qu'ils seront bien formés, que ce sont des gens qui ont moins de 30 ans en général, si on calcule bien, sinon pas trop raté à l'école. Et donc voilà, donc ça c'est un peu le revers de la médaille, c'est là où il faut effectivement les retenir au maximum. La concurrence semble forte apparemment, hein, parce que comme tu dis, il faut des cerveaux bien faits et des mains expertes aussi pour pouvoir assurer tout ce qu'il y a à faire ici dans l'entreprise. Il y a un grand démarchage de la concurrence pour venir chercher les talents. Alors, je dirais que c'est quelque chose qui ne fait que s'accentuer. Donc il y a déjà la concurrence dans nos propres métiers. Ou si vous faites un peu le tour si vous sondez un peu tous les concurrents de Technor, quel que soit leur métier, puisque Technor a plusieurs métiers, donc on a plusieurs, panels de concurrents. J'en connais pas un qui ne dit pas ne pas vouloir recruter. Hein, donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que les métiers qui touchent à la digitalisation, à l'informatique, alors nous on fait de l'industriel, mais il y en a de toutes sortes. Maintenant, aux technologies de l'usine du futur 4.0, on parle de data science, etc. Même les banques engagent des ingénieurs informaticiens. Donc il y a non seulement les concurrents, mais il y a le marché en général, hein, le vaste marché, qui engage des profils qui ont les mêmes pédigrés que nous. Et il y a des gens qui sont moteurs pour carrément changer d'environnement et faire d'autres expériences de travail. Il y en a qui ne voudront jamais changer d'une société de service dans l'industrie, même pour aller à la concurrence, et il y en a qui font le pas facilement. Donc oui, beaucoup de concurrence. Et Philippe, vous avez aussi mis en place, tu as parlé évidemment de poursuivre le développement des compétences de tes équipes, et donc vous avez la Technor Academy ici, hein, donc c'est pas rien, quoi. Tout à fait. Ben ça, effectivement, c'est un facteur aussi, je pense, clé de succès, qui a en plus, depuis maintenant un mois, est passé à la Technor e-Academy, puisque le Covid nous a ouvert les yeux sur le fait de digitaliser également les formations internes. Donc le but de cette académie, c'est de se dire, trouver la perle rare sur le marché qui est plug and play, ça n'existe pas, ou c'est très rare. Et donc, essayons, nous, Technor, de former la personne. Engageons-la plutôt pour ses valeurs, je dirais, ou pour son comportement et aussi ses compétences. Mais si ça ne correspond pas à 100%, on a aussi une académie qui va pouvoir, entre guillemets, façonner dans le bon sens du terme, qui va pouvoir aussi apprendre à la personne comment on gère un projet chez Technor, un peu nos pratiques internes. Et donc on a monté ça en 2016. Donc il y avait 11 professeurs internes, il y avait à peu près 40 modules de formation. Il y a à peu près 100% des gens qui sont passés dans l'académie pour des modules. Et puis bon, ça s'est un petit peu essoufflé avec le temps. Le Covid a empêché carrément le présentiel. Donc là, ça s'est pas essoufflé, c'était presque éteint. Et donc on a vraiment jumpé directement en disant, mais finalement, un peu à ce qu'on peut trouver partout, c'est-à-dire vous avez envie de réécouter une émission, vous prenez un podcast, ben là on va faire des modules digitaux à majorité, où on va pouvoir créer des parcours pour les gens en fonction de leur fonction, de leur ancienneté. On va pouvoir inventer beaucoup plus facilement des nouveaux modules, on va pouvoir être beaucoup plus nombreux, être quelque part professeurs, on va pouvoir mieux mesurer la formation puisqu'on va savoir qui écoute quoi et quand. Et en plus, on a travaillé avec une société qui nous offre également des contenus complémentaires à nos propres contenus. Par exemple, des contenus type sur le management, etc. Donc, en même temps, les gens s'ouvrent à des choses auxquelles ils n'avaient pas du tout accès avant. Alors, un peu tôt pour faire un bilan, parce qu'on l'a lancé le 31 mars. Donc là, il n'y a qu'un mois de fonctionnement en e-académie, mais moi je pense que c'est vraiment un outil d'avenir. Oui, super.
Oui, c'est vraiment un point très important. Il y en a un autre aussi dont tu parles, c'est la prime de participation aux bénéfices. C'est aussi évidemment un outil qui permet la fidélisation quelque part, hein, parce que toutes les entreprises sont loin de le faire. Hein. Oui, alors je dirais dans des métiers en pénurie, vous devez avoir des packages qui sont compétitifs, sinon ça ne marche pas. Déjà, vous ne savez pas recruter, et puis bon, comme les gens sont tout le temps sollicités, si vous n'êtes pas attractif, ça ne marche pas. Donc il faut tout le temps qu'on soit attentif, qu'on se réinvente, qu'on progresse aussi, hein, en ligne avec la progression du marché, ce qui n'est pas toujours facile, mais voilà, c'est aussi quelque chose dans lequel on s'inscrit sur un horizon long terme. Et effectivement, le système d'intéressement, il existe depuis plus de 30 ans. C'est mon père qui a inventé ça. Et le principe, il est très simple, c'est de dire finalement, les bénéfices sont le fruit des efforts de chacun. Et donc, il y a une partie des bénéfices, ici, dans notre cas, c'est la moitié, qui retombe sous forme de prime et qui est distribuée à l'ensemble des collaborateurs. Hein, alors, ce que tu disais est vrai, c'est-à-dire que souvent ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'on redistribue pas très souvent les bénéfices, et quand on les redistribue, en général, c'est réservé à une élite, entre guillemets, qui sont les membres de la direction et l'encadrement ou le top management. Et dans notre cas, on considère que tout le monde participe au résultat. Alors bien entendu, je n'ai pas la même prime qu'un ouvrier, hein, voilà, soyons clairs aussi, et ne soyons pas, ne faisons pas croire ce qui n'est pas vrai. Mais tout le monde a droit à une prime, et donc cette année on a versé une enveloppe qui était proche des 2 millions d'euros d'intéressement au résultat. Ouais, magnifique, hein. Magnifique, stop. Tu parlais de réinvention aussi, et là aussi au niveau de tout ce qui est enjeux sociétaux, environnementaux, vous êtes vraiment très actif et proactif même Oui, pour donner aussi cette vision, en fait. Tout à fait. Dans notre ADN, et à nouveau, c'est quelque chose qui a été mis en place par mon père, que j'ai repris, auquel j'adhère, donc j'essaie de l'améliorer, mais je le garde. Pour moi, c'est naturel. Donc c'est effectivement ces engagements au-delà de faire du business d'une entreprise, avec ce qu'on appelle maintenant RSE, hein, puisque ça devient quelque chose que tout le monde a dans ses plans d'action à 5 ou 10 ans, mais nous, on le fait de manière assez naturelle depuis plusieurs années. Donc, c'est d'avoir un impact sociétal, social, sur son personnel, hein, le bien-être, et environnemental, c'est-à-dire d'essayer de diminuer au maximum l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. Donc cette année, nous devrions obtenir la certification B Corp. Donc là, on est vraiment dans les dernières discussions avec B-Lab, hein, qui est l'organisme qui certifie ou pas, et peu importe si on ne l'a pas du premier coup, puisque de toute façon, B Corp, c'est avant tout un mouvement et un engagement à adhérer aux valeurs de B Corp et à progresser. Donc quand bien même on l'aurait ou pas, c'est pas une fin en soi, puisqu'on s'engage et on en est conscient en signant cette adhésion à progresser, mais on pense qu'on va l'avoir ici sur le mois de juin. Et voilà, ça serait finalement le couronnement, mais comme on dit au personnel et comme on dit en interne, pour nous, c'est pas une certification qu'on recherche, un peu comme on rechercherait d'être ISO ou VCA pour la sécurité. C'est un mouvement auquel on adhère, et ce mouvement reconnaît Technor comme étant une société qui est déjà bien lancée, je vais dire, dans tous ces processus. Oui. Et en fait, ces objectifs collectifs, hein, parce que quelque part, tout le monde s'y retrouve, hein, dans ces enjeux-là, ça stimule évidemment l'envie des collaborateurs de s'intégrer et d'être actifs par rapport à la RSE. Et je pense aussi, alors je pense qu'on le dit beaucoup, alors c'est peut-être pas facile de mesurer ça, mais je pense que c'est vrai, et tant mieux d'ailleurs pour la planète, c'est que les jeunes ne vont plus travailler pour des entreprises qui polluent, etc. etc. Alors ça, c'est un peu un sujet un peu tarte à la crème qui fait peut-être couler beaucoup d'encre ou d'articles, ou etc. Mais je pense que c'est vrai. Et nous, bon, c'est pas dur de le faire parce que, comme j'ai dit, c'est dans notre ADN. Et oui, il y a des gens qui viennent me trouver en disant « Mais oui, cette boîte, elle est bien. Et on apprécie les engagements citoyens,
On a mis en place un groupe qu'on appelle Tech Green, vraiment avec les gens qui font des propositions pour diminuer l'impact de Technor. On est en train de revoir toute la politique de notre flotte de véhicules, chantiers et autres, pour vraiment diminuer, etc. etc. Nos bâtiments, donc on a un plan aussi d'amélioration. Et puis, de par notre métier, on participe aussi, ça aussi. Donc les gens ont cette fierté de participer aussi, grâce à Technor, à diminuer l'impact environnemental de nos clients, à réduire les gaspillages, etc. etc. Enfin, je pourrais citer beaucoup d'exemples, mais c'est pas l'objet. Donc, quand on parle de rétention, des boîtes qui ont des valeurs fortes et qui les vivent, pas qui les affichent dans des couloirs, mais qui vraiment les vivent et qui peuvent facilement les documenter, les caractériser et faire participer les gens. Parce que, par exemple, pour le sujet Bicorp, on était 10 collaborateurs à travailler sur le sujet. Et chacun avait une petite tranche, entre guillemets. Et voilà, on a impliqué une dizaine de personnes et les gens étaient super fiers de pouvoir travailler à ce projet-là. Ils avaient des devoirs, entre guillemets, pour documenter. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait même plein de choses auxquelles nous, on ne pensait pas qu'on faisait. Et c'est les collaborateurs qui disaient, mais ça on fait, ou ça on a fait, ou voilà, etc. Donc oui, c'est important. Et donc là, tu parles clairement d'intelligence collective aussi. C'est de vraiment demander l'avis et faire participer chacun pour que ce projet prenne vraiment de l'ampleur et qu'il soit vécu de l'intérieur par chacun. Oui, et je pense que, tu parlais d'intelligence collective. Il y a d'ailleurs un très beau livre, j'ai oublié son prénom, mais c'est Srevan Schreiber, un de la fratrie, qui a écrit un livre sur l'intelligence collective, où en fait on se rend compte en une phrase que l'intelligence n'est pas la somme de l'intelligence des individus, mais la richesse est vraiment dans la diversité des individus et que c'est ça qui fait la force, contrairement à ce qu'on voit par exemple en politique, où c'est souvent les gens qui viennent du même sérail et les élites, on voit ce que ça donne, etc., etc. Donc oui, moi je suis un fervent défenseur et supporter du travail d'équipe. Et je suis très fâché quand des gens se comportent en individus, et essaient de tirer la couverture à eux. Ça, c'est quelque chose, moi, ça ne passe pas. Parce que c'est toujours un succès d'équipe. Alors, c'est vrai que ça va vraiment partie de votre ADN. Et on a croisé ton papa dans le hall d'entrée, qui est aussi très humble et qui parle avec tout le monde. Et on sent qu'il y a vraiment une relation très proche du collaborateur et des visiteurs. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. On aura l'occasion, Philippe, de te retrouver en conférence où tu vas pouvoir aller davantage dans le détail. Le podcast, c'est un avant-goût. Et pour les auditeurs qui voudront te suivre, ils seront les bienvenus à ces conférences. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Pour ces partages très intéressants. Avec plaisir. Merci.